Donc ces débats-là, à un moment donné, il faut y mettre un stop et comprendre que l'intention même de ce questionnement et le cadrage même de ce questionnement est un cadrage raciste. On ne demande pas à Pierre, Paul, Jacques qu'on croise à la messe le dimanche ou qu'on ne croise pas à la messe le dimanche de prouver sa citoyenneté, de prouver son appartenance. Et même le fait de commencer à se justifier par rapport à ça, c'est comme si on avait quelque chose à se reprocher. C'est comme parfois des gens qui ont récemment acquis la nationalité française et qui donnent des leçons aux Noirs et aux Arabes sur la manière d'être français. Parce que eux sentent qu'ils ont quelque chose à prouver. Eux sentent que pour plaire à une frange raciste de l'opinion, ils doivent cracher sur leurs frères et sœurs ou cracher sur les gens qui partagent leur couleur de peau. Mais ça, c'est quelqu'un qui n'a pas compris ce que c'est la citoyenneté française. Je remplis l'ensemble de mes devoirs, je réclame l'ensemble de mes droits. C'est ça, être un citoyen. Être un citoyen et avoir un attachement sincère au pays dans lequel on vit, c'est être capable de mettre en valeur ce qui fonctionne bien et d'être capable de pointer ce qui fonctionne mal, justement parce qu'on tient suffisamment au pays pour le réparer, pour éviter qu'il s'abîme. Et si aujourd'hui on dénonce le racisme, et en particulier l'islamophobie en France, c'est parce qu'on considère que la France mérite mieux que ça. Elle vaut mieux que ce qu'elle montre. Et ça, si ce n'est pas une forme de dignité et d'attachement sincère au pays dans lequel on vit, qu'est-ce que c'est ? Ce mot de communautarisme, il est souvent évoqué, particulièrement en lien avec les musulmans. Et de quoi on parle exactement ? Il y a cette idée selon laquelle les musulmans vivraient entre eux. En fait, les musulmans, ce serait comme une espèce de club très fermé où ils se parlent entre eux, il y a une espèce de conspiration et ils œuvrent en cachette à la destruction de la France. Ou du moins contre les intérêts de la France. Donc c'est cette idée qu'il y aurait des intérêts spécifiques des musulmans au détriment de la communauté nationale. J'ai même pas besoin de répondre sur le plan psychiatrique à quoi ça répond, c'est la définition même de la paranoïa. La paranoïa, c'est quand on voit une araignée, on a peur de l'araignée ou on rejette l'araignée. Si on voit pas l'araignée, on a l'impression qu'elle est en train de préparer un sale coup quelque part. Et on applique exactement les mêmes tropes aux musulmans, comme si, par définition, c'était une population maléfique et malveillante qui avait un plan secret. D'où tout le langage de double discours, de cinquième colonne, d'infiltration, d'entrisme et ainsi de suite. Mais revenons sur la notion de communautarisme. Est-ce que les musulmans, du point de vue social, ont une préférence ou une prévalence pour leur communauté de foi au détriment de la communauté nationale? La réponse, c'est absolument non. On est des êtres humains, donc on est des créatures complexes et on appartient à plein de communautés différentes. On appartient à une communauté familiale, au sens restrictif et au sens élargi, les parents, les frères et sœurs, les cousins et ainsi de suite. On appartient à une communauté professionnelle, les gens avec lesquels on travaille au quotidien. On appartient à des communautés idéologiques ou des communautés théologiques et religieuses, c'est le cas de notre appartenance musulmane. Et on appartient aussi à des communautés citoyennes qui sont beaucoup plus larges, des collectivités locales, des municipalités, des départements, des groupes ou des groupements de population, et on n'a pas l'impression d'être moins français parce qu'on est plus breton à un moment donné ou plus marseillais à un autre parce que y a quelque chose qui fait ressortir particulièrement cette appartenance autour du foot ou autour de la culture culinaire, autour de la culture littéraire. De la même manière, dans l'expression religieuse de notre foi, il y a une communauté d'objectifs et de vision du monde, il y a une communauté de pratiques religieuses, il y a une communauté sociale, parce que pour accomplir notre pratique religieuse, des fois on se retrouve à la mosquée, ou on participe à une association. Mais on participe à l'association religieuse du week-end, et le lundi on se retrouve à l'association des parents d'élèves de l'école. Et le mardi, on peut être dans le club de sport entre copains ou entre copines, et le vendredi, on participe à un club de lecture, parce que c'est ce qu'on aime. Et on n'a pas l'impression que lire Flaubert, ou bien lire Le Comte de Monte Cristo, ou bien lire des nouvelles américaines ou anglaises, ça fait de nous des moindres citoyens français. Pourtant, lorsqu'il s'agit de l'appartenance religieuse, ça devient tout de suite un problème. Et même lorsqu'on regarde dans les chiffres, le meilleur ami des musulmans, ou d'un musulman, en moyenne, la plupart du temps, il est en dehors de sa communauté religieuse immédiate. Et les musulmans ne sont pas des schizophrènes. Ils comprennent qu'ils peuvent avoir une vie spirituelle, religieuse, très accomplie, et être des citoyens, ou des voisins, ou des étudiants, ou des enseignants, ou des professionnels très ouverts sur le reste. Et c'est la bonne nouvelle, c'est que les gens vivent ensemble au quotidien. Donc cette idée de communautarisme, elle ne s'exprime pas dans le réel, elle est véritablement un mythe islamophobe, et elle ne correspond à aucune réalité, ni sociologique, ni statistique. Et donc elle dit beaucoup plus de ceux qui l'agitent
que de ceux qu'elles visent. Les musulmans, ils n'ont pas de problème. Ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles. Ils font partie de cette société. Ils la définissent. Mais par contre, ceux qui agitent la menace d'un communautarisme musulman, la plupart du temps, à part l'ami arabe ou l'ami noir fictif qu'ils citent à chaque fois qu'ils sont mis en évidence face à leur propre racisme, ne connaissent strictement rien à la réalité de terrain. Et ça, c'est leur problème à eux, pas le nôtre. Alors moi, je ne suis pas venu à l'islamophobie, hein, c'est l'islamophobie qui est venue à moi. Étant d'origine européenne, c'est vrai qu'avant ma conversion à l'islam, le racisme, le fait d'être rejeté pour mes croyances n'était pas une chose à laquelle j'ai été accoutumé. Et c'est vrai que chez les convertis à l'islam, il y a toujours cette dimension-là qui est assez difficile à vivre, en tout cas quand on est blanc de peau, européen d'origine. Autre élément important, c'est l'islamophobie que les convertis vont subir au sein même de leur famille. Ça, c'est très difficile à supporter, en fait. Et ça nous rappelle ce qu'a vécu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ont vécu les sahaba, radiyallahu anhum, qui ont été rejetés par leur propre famille. Et les convertis à l'islam vivent donc une islamophobie, effectivement, à l'extérieur, lorsqu'ils ont un islam qui est apparent, mais aussi une islamophobie dans leur propre famille, dans leur propre cercle d'amis. Ça, c'est très difficile, et c'est une des raisons pour lesquelles les convertis ont besoin, surtout dans les débuts, ont besoin d'être épaulés. L'islamophobie que je vois en tant que personnellement qu'imam, prêcheur, en tout cas on essaye de l'être, incha'Allah, c'est le retour des musulmans lorsqu'ils viennent me voir. Et j'ai toujours à l'esprit cette contradiction flagrante en fait qu'on nous donne. On nous dit, vous faites partie de la société française, mais l'islam ne peut pas être accepté dans cette même société française. On nous dit, nous sommes tous égaux. Liberté, égalité, fraternité. Mais pour beaucoup d'entre nous, on vit dans des quartiers qui sont complètement isolés. On nous dit, nous sommes tous les mêmes, nous avons tous les mêmes droits. Mais chaque fois qu'on allume la télé, c'est un reportage sur nous. Parce que quand on parle de l'islam, on parle des musulmans. Et arrivé un moment, certaines personnes en ont assez. Et ont du mal à croire en ce message de « vous faites partie de la nation ». Comment réussir à convaincre quelqu'un qu'on l'aime, qu'il fait partie intégrante de la nation dans laquelle il a grandi, et qu'à l'inverse de cela, on est toujours en train de le dénigrer et de ne pas le laisser tranquille sur son dîn, bien évidemment, mais même sur les éléments, les détails de sa vie. Sans arrêt en train de parler des femmes voilées. Excusez-moi, il y en a beaucoup, quand on parle des femmes voilées, ils ont l'impression qu'on est en train de parler de leur mère, de leur femme ou de leur fille. On nous fait toujours tout un cinéma sur toutes les dimensions de notre existence. Puis par la suite, on s'étonne que les musulmans ne se sentent pas très concernés par la vie politique française. Mais moi je pense plutôt qu'il y a des causes à cela. Et si on veut améliorer les choses, il faut combattre les causes et ne pas simplement faire le constat des conséquences. Ce qui pose le plus problème en matière d'islamophobie, c'est que c'est pas quelque chose de superficiel, c'est pas quelque chose qui passe avec le temps et qui passe avec le contexte. C'est devenu quelque chose de structurel. Il y a bien entendu l'agitation sur les réseaux sociaux, les insultes islamophobes qu'on voit dans les commentaires des médias, mais ça c'est juste l'espèce de surface. La profondeur de ça, et ce qui est devenu structurel, c'est plusieurs choses. Le fait que, au sein des partis politiques, on ait construit une islamophobie organique. Donc par exemple, on va avoir une islamophobie sous sa forme de droite, c'est de présenter les musulmans de manière sempiternelle comme des étrangers, des gens qui ne sont pas d'ici, des gens qui doivent systématiquement se justifier, prouver, définir leur citoyenneté et leur loyauté au pays. Ils doivent prouver ils doivent littéralement montrer patte blanche, au sens propre comme au figuré. Il y a une forme d'islamophobie qui trouve sa source à gauche et qui va être vraiment plutôt anticléricale. La religion c'est l'opium du peuple, il faut se libérer, il faut s'émanciper, et donc Hamid, Fatima, Marc, vous serez libre, vous serez bon citoyen quand vous serez à distance de votre religion. Et c'est ça qui explique que dans certains groupes de gauche, on reprend quasiment in extenso l'idéologie d'extrême droite qui vise les musulmans. Et puis, il y a deux réalités qui se sont d'autant plus ancrées dans la société, c'est un aspect visant plus particulièrement les femmes musulmanes, qu'elles portent le hijab ou qu'elles ne le portent pas, mais d'autant plus sur les sœurs qui portent le hijab parce qu'elles sont visibles et identifiables. Et donc il y a un focus délibéré sur les femmes musulmanes qui deviennent
un objet d'obsession pour la sphère islamophobe sur tous les plans, que ce soit dans l'activisme médiatique et politique, débat sur débat sur débat sur le foulard des femmes musulmanes sans que l'une d'entre elles soit présente, mais aussi des réalités sociales d'exclusion de ces femmes du milieu du travail, du milieu de l'éducation, du milieu de la santé, avec des cas et des taux de discrimination qui atteignent des sommets, voire les statistiques du CCIF. Et ça, c'est une manière aussi de faire payer à ces femmes le fait qu'au bout du compte, elles sont en train de réussir. Elles sont en train de réussir pour beaucoup d'entre elles dans leurs études, dans leur vie professionnelle, dans leur vie de famille. Et au bout du compte, elles sont en train d'accomplir le rêve des parents d'avoir une génération d'enfants qui réussissent, qui s'insèrent, qui participent dans la société et qui en même temps s'attachent à leur héritage familial et à leur héritage spirituel.